si vous avez appris le glucose, le galactose, le mannose, le fructose, etc., sous la forme linéaire, donc vous les écrivez sous la forme linéaire, vous faites le cycle et vous regardez. Donc, vous regardez l'orientation. Vous désactivez votre micro, s'il vous plaît. Donc, et vous regardez l'orientation des OH. Donc, en regardant ça, on va reconnaître le galactose. On va reconnaître ici le mannose. Et aussi, donc ici, le galactose sous la forme pyranée avec le noyau pyrane. Mais on remarque qu'au niveau ici, normalement, on s'attend à avoir un OH. Ce n'est pas le cas. On a une fonction amine, NH, qui est liée à un groupement acétyl. Donc, c'est exprès que j'ai choisi un trisaccharide où il y a beaucoup d'informations. Comme ça, on discute de beaucoup de choses. Donc c'est l'acétyl lié à une fonction amine. Ici, vous allez reconnaître par les deux vers le haut, 2 et 3 vers le haut, c'est le mannose. Mais on remarque qu'au niveau du C6, on n'a pas CH2OH, on a COH. Donc, c'est l'acide manuronique, c'est-à-dire c'est l'acide aldonique correspondant au mannose. D'accord? Ici, on va reconnaître qu'on a un cycle furane entre le carbone 1 et le carbone 4. D'accord? Et par l'orientation des OH de 2 et 3, on va reconnaître que c'est le glucose sous sa forme furanique, c'est-à-dire un cycle qui s'est formé entre le carbone 1 et le carbone 4. Mais on remarque qu'au niveau du carbone 1, on a un méthyle, et on s'attend normalement ici au niveau du carbone 5 d'avoir un CHOH, puisque la cyclisation elle a lieu entre le carbone 1 et 4. Normalement, on doit avoir ici CHOH et CH2 liés à ce carbone-là. Ce n'est pas le cas. Donc, on va se dire qu'on a un OH de moins. Donc, il ne faut pas oublier de le mentionner dans notre nomenclature. Donc, quand je remarque tout ça, quelque part dans mon brouillon, j'écris toutes ces informations et après, je commence par éditer cette nomenclature. Toujours, on commence par l'anomérie. Donc, on regarde, si c'est vers le haut, c'est bêta, si c'est vers le bas, c'est alpha. Donc, ici, c'est le bêta. Comme on a expliqué en TD, si on vous met l'orientation du C6 vers le haut, on sait que c'est la série D. Si on l'a dans une autre structure, on vous donne... S'il vous plaît, vous désactivez votre micro. Donc, si vous avez le C6 orienté vers le haut, c'est la série D. Si vous l'avez vers le bas, c'est la série L. Donc, attendez, peut-être que j'ai pas activé l'orient. Donc, vous avez activé l'enregistrement, donc c'est bon. Donc, si c'est vers vous regardez le C6. Si le C6, donc on a dit, est vers le haut, donc c'est la série D. Donc, j'écris bêta D au niveau du carbone et je commence toujours par numéroter les carbones. D'accord? Parce que ça va me servir pour la nomenclature. Donc, je remarque au niveau du carbone 2, on n'a pas un O, parce que si vous n'avez pas écrit ce N, on va croire que cet acétyl, il est lié au O, au O ici. Ce n'est pas le cas, on a un N, donc on doit écrire bêta D, 2, N, acétyl, parce que c'est un groupement acétyl, et il est lié, cet acétyl et cette fonction amine, il est lié à galactosamine, parce qu'on n'a plus le galactose, mais on a le galactose avec une fonction amine, donc galactosamino, pyranosyle, c'est le noyau pyrane, pyranosyle SYL, zyle, ça veut dire qu'il y a une liaison osidique, et après pyranosyle, on trouve toujours un entre parenthèses et deux chiffres avec une flèche. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que le carbone 1 de l'ose de gauche vers qui est lié au carbone 3 de l'ose suivant. D'accord? Donc 1, 3. Et on commence la nomenclature de l'ose suivant. Alors pour l'ose suivant, on remarque que c'est l'anomérie alpha. Toujours c'est le D parce que le C6 c'est vers le haut. Et ici, ce n'est pas la peine d'écrire 6, l'acide c'est au niveau du 6. Ce n'est pas la peine. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'acide c'est vers l'acide carboxylique. Il a lieu au niveau du C6. Donc, si vous l'avez écrit, c'est bon. Si vous ne l'avez pas écrit, ce n'est pas la peine.
Donc, c'est alpha D, acide, puisque c'est l'acide manuronique, donc on va dire l'acide manurono-pyranosyle, donc ici c'est un Y, normalement. Donc, pyranosyle 1, 6, maintenant vous avez compris. Pyranosyle, ça veut dire qu'il y a une liaison osidique qui va suivre. La liaison osidique, on l'écrit comme ça. Donc, 1, c'est-à-dire le carbone 1 de l'ose avec le 6 de l'ose suivant. D'accord? Et on arrive au troisième. Donc, ça, on remarque que c'est l'anomérie bêta parce que c'est vers le haut. Donc, bêta D, 1. Donc, si je voudrais être encore plus précise, j'ajoute ici un O. Donc, c'est un O, c'est-à-dire, bon, si je ne le mets pas, parce qu'on sait qu'ici, normalement, c'est un OH, c'est juste, mais quand même, pour être vraiment précis, donc je dis un O, méthyle, c'est-à-dire au niveau du 1, on a un méthyle qui est lié au niveau de son oxygène. 5, au niveau de 5, on n'a pas de OH, donc je mets 5, ou bien désoxy 5, ou bien 5 désoxy. Donc 5, désoxy, et c'est le noyau gluco, puisque c'est le glucose, mais c'est le noyau furane. Donc glucofuranoside. Pourquoi zide? Parce que je remarque que tous les carbones anomériques de mon trisaccharide, tous ces carbones-là, carbone 1 ici, carbone 1 ici et la carbone 1 ici, tous sont engagés dans des liaisons osidiques. Donc, notre trisaccharide, il n'est pas réducteur. Donc, je suis obligée d'ajouter le zide, glucofuranoside. Si vous avez écrit juste glucofuranose, on va croire qu'il y a un carbone anomérique qui est libre, c'est-à-dire un OH qui est libre. Ce n'est pas le cas, donc il faut ajouter le suffixe ide. Donc, toujours quand vous avez un saccharide qui n'est pas réducteur, il faut ajouter le suffixe ide. S'il est réducteur, bien sûr, on termine juste, on ne met pas ce zide. D'accord? Donc là, normalement, avec cette nomenclature, on peut, en cachant cette structure, on peut refaire ou bien réécrire cette structure-là en se basant juste de ce qui est là. D'ailleurs, je vous conseille après de faire le travail à l'inverse, c'est-à-dire vous cachez ça et vous commencez à reconstituer la structure en partant de la nomenclature. D'accord? Donc, on nous dit dans la question, est-ce que ce trisaccharide est réducteur? On a déjà répondu qu'il est non réducteur, puisque la réponse elle est là, puisqu'on va dire que le trisaccharide n'est pas réducteur, car toutes les fonctions hémiacétaliques, alors les fonctions hémiacétaliques, ce sont ces fonctions donc du carbone 1, car toutes les fonctions hémiacétaliques sont engagées dans liaison osidique. Ou bien, vous pouvez dire car tous les carbones anomériques sont engagés dans des liaisons osidiques. La question C, on vous dit, est-ce qu'il pourra former une osazone en présence d'une phénylhydrazine en excès? Donc, quand je vous ai dit, cet exercice-là, ça va vous permettre de réviser tout le cours. C'est-à-dire, je vais me poser la question à l'envers. Je vais dire, quand est-ce que j'ai une osazone? En fait, ce trisaccharide ne peut pas former d'osazone. Pourquoi? Parce que cette réaction, l'osazone, après la formation d'osazone à partir de fixation de phénylhydrazine, a besoin de la présence d'un groupement carboxyle, c'est-à-dire d'un groupement carbonyle, c'est-à-dire une fonction aldéhyde ou bien cétone, et d'un groupement alcool porté par deux carbones adjacents, c'est-à-dire entre le carbone 1 et le carbone 2. D'accord? Ils doivent être libres. Ici, ce n'est pas le cas. On n'a pas ça, donc il n'y a pas de formation de trisaccharide. Pour ce trisaccharide, il n'y a pas formation d'osazone, car on n'a pas de carbone, l'un portant un groupement carbonyle et l'autre portant un groupement alcool, et les deux adjacents et libres. Donc, on n'a pas cette osazone. D, est-ce qu'il présente le phénomène de mutarotation? Le phénomène de mutarotation, c'est le passage de alpha à bêta et vice-versa. D'accord?
c'est-à-dire c'est une réaction équilibrée entre l'anomérie alpha et l'anomérie bêta. Alors, quand est-ce qu'on a ce phénomène de mutarotation? Quand on a un carbone anomérique qui est libre, c'est-à-dire qui est réducteur. Dans ce cas, on a possibilité de passage de alpha à bêta. Ici, ce n'est pas le cas, car on revient à chaque fois à notre structure, tous les carbones anomériques sont figés, elles sont tous engagés dans les liaisons osidiques, donc on n'a pas ici de OH qui est libre, donc pas de phénomène de mutarotation. Alors après, on vous dit, les trois propriétés précédentes seront-elles modifiées si l'on soumet au préalable ce trisaccharide à l'action de l'acide chlorhydrique dilué à chaud? Donc à chaque fois, ça me permet d'aller à cette partie du cours et de réviser et de me dire, c'est quoi l'action de HCl? En fait, HCl va réagir là comme ce que j'ai mis pour les enzymes, donc le HCl, il coupe les liaisons osidiques, il va couper là, il va couper là et il va même couper ici, d'accord? Donc, cette liaison osidique. Et donc, par conséquent, on aura les oses seront libres. Alors, on vous dit, est-ce que les trois propriétés précédentes, c'est-à-dire la réduction, la formation d'osazones, le phénomène de mutarotation, est-ce qu'elles seront modifiées si l'on soumet au préalable ce trisaccharide à l'action de l'acide chlorhydrique dilué à chaud? Bien sûr, il faut répondre oui, parce que on aura les liaisons, les OH vont devenir libres. Donc, si l'on soumet au préalable ce trisaccharide à l'aide ou bien à l'action de l'acide chlorhydrique à chaud, là, il va rompre les liaisons osidiques et régénérer les oses et osamines libres. Et donc, bien sûr, ils vont être modifiés. Alors, on arrive à F. Quelle serait sur ce trisaccharide l'action d'un oxydant doux tel que le brome ou l'iode en milieu alcalin? Donc, je vais me poser la question toujours, qu'est-ce qu'il fait déjà le brome ou bien l'iode? Alors, le brome ou l'iode, ce sont des oxydants. C'est un oxydant doux tel que le brome ou l'iode. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il agit, on avait dit, dans les propriétés chimiques, il réagit avec les aldoses et pas avec les cétoses, mais à condition d'avoir, l'aldéhyde doit être libre, d'accord? On n'a pas ici d'aldéhyde libre, donc pas d'action. Donc, un oxydant doux tel que le brome ou l'iode au milieu alcalin n'a aucune action sur ce trisaccharide car I2 ou Br2 oxyde les aldoses en acide monocarboxylique correspondant. Il n'y a pas de fonction aldéhyde libre dans ce trisaccharide. D'accord? Donc, il n'y a pas d'action. Et ça me permet d'aller à cette partie du cours et revoir l'action du brome et de l'iode sur, bien sûr, sur les oses. Alors après, on arrive à G. Donc G, on nous dit, si l'on fait agir l'acide périodique HiO4 sur ce trisaccharide, combien de molécules de HiO4 auront été consommées au cours de la réaction? Donc, on va se poser la question, HiO4, qu'est-ce qu'il fait? HiO4, c'est l'acide périodique, il va couper les liaisons C-C à condition qu'il porte des OH libres. Alors, donc on va aller sur notre structure tout simplement et chercher là où on a deux carbones adjacents avec des OH. Donc ici, on a un carbone et un carbone avec un OH là et un OH là, libre, c'est-à-dire ils ne sont liés à rien. Si on parcourt, on n'a pas, par exemple, là, on ne peut pas prendre celui-là. Pourquoi? Parce que là, on a un qui est libre, mais l'autre qui est engagé dans la liaison osidique. Donc, on ne peut pas le compter. Donc, on compte que celui-là et on compte celui-là, là, entre le carbone 3 et le carbone 4 de la galactosamine. Donc, pour ce trisaccharide, pour une mole de trisaccharide, on a besoin de 2 moles de HiO4. D'accord? Donc, si l'on fait réagir l'acide périodique sur ce trisaccharide, 2 molécules de HiO4 auront été consommées au cours de la réaction de HiO4 parce qu'on a fait ici un rappel qu'il coupe de CC à condition que le décarbone porte des OH libres. On l'a déjà dit dans le cours, vous allez réviser cette partie-là, c'est très important. Ça nous permet, le fait de connaître les coupures par HiO4, ça nous permet de connaître justement là où on a des OH libres dans notre molécule, dans notre saccharide à étudier. D'accord? Et donc, mais aussi il y a une précision, c'est que ces OH
même s'ils sont, c'est pas obligé qu'ils soient, comme c'est le cas ici, donc ça coupe à condition que les deux carbones portent des OH, que ce soit trans ou bien cis, d'accord? C'est-à-dire, l'essentiel, c'est que les deux carbones portent des OH qui doivent être libres, c'est ça la condition. Donc, je vous conseille d'aller, je vous ai donné des différents cas de figure pour, dans le cours des coupures de HiO4, allez-y et regardez ça parce que vous pouvez les avoir dans les exercices. Alors, après, on nous dit combien de molécules de HCO2H, c'est-à-dire c'est quoi qui est libéré. Alors, qu'est-ce qu'on remarque en revenant à notre structure? Que si on coupe ici ou bien on coupe ici, il n'y a rien de libéré. Il y a juste ouverture du cycle là et cycle là. Donc, on n'a pas de libéré ni d'acide formique ni de formaldéhyde. On aura quelque chose de libéré si on avait, par exemple, ici un OH, par exemple, et si ici ça a coupé, si on a deux coupures successives, on pourra parler d'acide formique. D'accord? Et si on avait une coupure entre deux carbones avec un portant une fonction alcool primaire et une fonction alcool secondaire, là, on aura le formaldéhyde. Allez, tout ça, vous l'avez dans le cours. Donc, ici, donc, zéro formaldéhyde, zéro acide formique. Pourquoi? Parce qu'on n'a que deux coupures qui sont espacées. Donc, il n'y aura que ouverture du cycle. Donc, voilà, on a écrit, on ne peut pas isoler ni de HCO2H ni de HCOH. Alors, l'avant-dernière question, on vous dit, après perméthylation suivie d'hydrolyse à chaud en milieu HCl dilué, quels sont les dérivés méthylés qui pourront être identifiés? Perméthylation, on l'avait expliqué, c'est-à-dire méthylation totale, c'est-à-dire on va aller à notre structure et on va chercher là où on a des OH, on va ajouter des OCH3. OCH3, OCH3 ici, et bien sûr OCH3 ici et OCH3, parce qu'on vous dit après perméthylation suivie d'hydrolyse à chaud, donc on fait la perméthylation et après on fait l'hydrolyse. On va couper les liaisons oxydiques. Quels sont les dérivés méthylés qui pourront être identifiés? Alors là, je vous l'avais déjà dit dans le cours, faites attention. Est-ce qu'on vous dit après perméthylation suivie d'hydrolyse ou bien on commence par l'hydrolyse après la perméthylation? Ça change tout. Parce que si c'est perméthylation tout d'abord, on aura perméthylation de ces OH qui sont là. Donc, vous aurez à ce niveau-là, puis là et là. Et après, vous aurez une coupure. Alors, on vous dit c'est quoi les composés qu'on va obtenir. Donc là, voilà les composés. On aura le 3, 4, 6 triométhyl bêta-D, c'est-à-dire qu'on aura méthylation à ce niveau, au niveau du 3, au niveau du 4, au niveau du 6. D'accord? Donc, on va l'appeler, donc c'est le 3, 4, 6 triométhyl bêta-D 2N-acétylgalactosaminopyranose. Vous aurez le 2, 4 au niveau de l'acide, il va y avoir méthylé au niveau du 2 et au niveau du 4. Donc, c'est le 2, 4 diméthylté alpha-T acide manuronique. Et vous aurez au niveau du 2 et du 3, c'est-à-dire une méthylation ici et là. Donc, c'est le 2, 3 diméthyl bêta-D désoxy 5 glucofuranoside. D'accord? Donc, après, donc ici, furanose, je préfère parce que il y a coupure la coupure, elle aura ici, là aussi. Donc, ici, mettez furanose, glucofuranose, pas furanoside. D'accord? Donc, cinquièmement, on vous dit, après hydrolyse préalable de la liaison amide, quelles seront les enzymes qui pourront hydrolyser les liaisons oxidiques de ce trisaccharide? Alors ici, on vous dit quelles sont les enzymes et on vous donne on vous ajoute quelque chose à la question. On vous dit après hydrolyse préalable, désactivez votre micro s'il vous plaît, sauf que si vous posez une question, s'il vous plaît. Après hydrolyse préalable de la liaison amide, c'est-à-dire on hydrolyse cette liaison amide avant de faire la réaction par les enzymes. On vous dit quelles sont les enzymes qui pourront hydrolyser les liaisons oxidiques. Alors, pourquoi on vous ajoute cette condition? Parce qu'on vous avait dit que les enzymes sont spécifiques. Cette alpha-bêta-galactosidase, elle ne va pas reconnaître
le galactose et couper cette liaison osidique si vous avez ici une fonction amine. Parce que ce n'est plus le galactose, c'est le galactosamine. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on vous dit après hydrolyse préalable, c'est-à-dire on a enlevé cette fonction, cette fonction amine. Donc, il reste ici le galactose. Et voilà, l'enzyme, elle va couper là. C'est la bêta-galactosidase. Et ici, c'est l'alpha-manosidase. Donc, c'est très simple pour les enzymes. On l'avait dit quand on voulait dire c'est l'anomérie, on vous a dit qu'on fait intervenir les enzymes et les enzymes sont spécifiques. C'est-à-dire, si dans un autre exercice, on vous a dit pour tel polysaccharide ou bien oligosaccharide, on a fait réagir une bêta-galactosidase, donc vous savez qu'il y a un bêta-galactose. Si on vous a dit une alpha-manosidase, on peut vous dire, vous allez dire qu'il y a le alpha-manose parce que les enzymes, elles reconnaissent l'ose et ils reconnaissent l'anomérie. Ils sont très spécifiques. D'accord, donc avec ça, donc ça c'est pour l'exercice 5. Brièvement, on va faire l'exercice 6, mais on ne va pas s'attarder parce que déjà, il est déjà presque 9 heures parce qu'on doit commencer le cours. Mais bon, donc on va aller à l'exercice suivant. Donc là, déjà pour l'exercice 5, ce qu'on vient de voir, cet exercice 5, il faudrait vraiment, réviser tout votre cours avec cet exercice-là. Et si vous avez bien compris, c'est déjà, vous allez voir que ça vous permettra de connaître tout le cours, hein. Donc ici, c'est un exercice qu'on va sur un dioloside, là aussi pour l'identification. Donc, la question, c'était, on vous a dit, un dioloside est oxydé par le brome en milieu alcalin. Après hydrolyse, puis chromatographie, on identifie de l'acidité gluconique, un thé-aldohexose. On vous dit que pouvez-vous déduire de ces résultats? Alors, on vous dit que le dioloside il est oxydé par le brome en milieu alcalin. Donc, rallez-y à cette partie du cours. Ça veut dire que le dioloside est réducteur. D'accord? Et si vous vous rappelez, cette partie-là, enfin, allez-y à cette partie du cours, c'était quand on étudiait, quand on sait qu'un saccharide, ici c'est le cas d'un disaccharide, il est réducteur et on cherche c'est quoi l'ose qui est responsable de la réduction. On a fait réagir l'iode ou bien le brome et on a dit s'ils réagissent, c'est que le dioloside est réducteur et ça va nous permettre donc après de chercher lequel des oses qui est réducteur. Ici, on vous dit qu'après hydrolyse, on a identifié de l'acide D-gluconique et un D-aldohexose. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'acide D-gluconique, ça veut dire que c'est lui qui est responsable de la réduction. Donc, après hydrolyse puis chromatographie, on identifie l'acide D-gluconique et un D-aldohexose. Donc, ça veut dire, donc ça c'est vraiment du cours, mais juste c'est une application du cours. Ça veut dire que OH émis acétalique du glucose est libre, d'accord, puisqu'il a donné l'acide gluconique correspondant, puisqu'on a identifié l'acide D-gluconique après oxydation par l'iode. Donc, par conséquent, on sait que puisqu'on vous dit un acide D-gluconique et un T-aldohexose, on ne connaît pas c'est quoi le T-aldohexose, mais on sait qu'on a un glucose et c'est celui qui est responsable de la réduction. Petit b, le dioloside est soumis à une méthylation complète, donc c'est-à-dire perméthylation, suivie d'hydrolyse acide, c'est-à-dire on a perméthylé, puis on a hydrolysé. On obtient deux oses, un ose 1 méthylé en 2, 3 et 6, et un ose 2 méthylé en 2, 3, 4 et 6. Donc, on va essayer de chercher le maximum d'informations à partir de ça. Donc, si le dioloside, il est méthylé en 2, 3 et 6, l'ose 2, il est méthylé, on a deux oses, 1 et 2. Donc, un, je l'ai appelé ose 1 en 2, 3 et 6. L'autre, il est en 2, 3, 4 et 6. Donc, normalement, vous avez une petite idée derrière vos... Donc, vous devez penser à une petite idée. C'est que vous allez dire, ici, le 4 n'est pas méthylé. Ça veut dire qu'il était engagé dans une liaison osidique. D'accord? Donc, le dioloside est donc formé d'ose 2 et ose 1. Pourquoi? Puisque l'ose 1 n'est pas méthylé en 4. D'accord? Donc, ça veut dire que c'est le carbone 4 de l'ose qui était donc engagé dans la liaison osidique. Donc, l'ose 1,
Donc, on aura notre succession de l'osodioside, c'est OS2, OS1. OS1, c'est le glucose et OS2, c'est le T-aldohexose qu'on ne connaît pas encore. D'accord? On peut encore chercher le maximum d'informations. Pour l'OS1, on a C1, C4 et C5 sont libres parce qu'on a dit que 2, 3 et 6 sont engagés dans la liaison osidique. Donc, on peut suggérer que le C1 et C5 forment un pont osidique. Donc, on a un noyau pyrane et que C4 est engagé dans une liaison osidique. Donc, ça, c'est pour l'os 1. Pour l'os 2, on a juste C1 et C5 qui sont libres. Donc, on va dire que C1 et C5 forment un pont osidique, donc ce qui correspond à un noyau pyrane. Et donc, C1 est engagé dans une liaison osidique. Donc, on va dire qu'on a une liaison osidique entre le 1 et le 4. Donc, os 2, os 1. D'accord? Après, on vous dit que le dioloside et le dioloside, je reviens là avant d'aller, on vous dit que le dioloside est hydrolysé par une bêta-galactosidase. Alors, je viens de l'expliquer. Si on vous dit que le dioloside est hydrolysé par une bêta-galactosidase, ça veut dire qu'on a un bêta-galactose, tout simplement. D'accord? Donc, on a reconnu le glucose. Il nous manquait le T-aldohexose. Maintenant, puisqu'on a la coupure par le bêta-galactose, c'est le LOS 2, donc le LOS qu'on ne connaît pas, l'OS 2, c'est le bêta-galactose. Alors, on vous dit, donnez le nom en nomenclature internationale et la forme de ce dioloside. De quel sucre s'agit-il? Alors, comme on l'a déjà dit en TD, faites toujours attention à la question, comment elle est posée. Si on vous dit, dans la question, et si on vous dit donner la structure, ça veut dire qu'il y a une structure. Si on vous dit proposer une structure, ça veut dire qu'il y en a beaucoup. Donc, je vais aller et donc, puisqu'il a été par une bêta-galactosidase, ça veut dire que l'os 2, c'est le galactose, l'os 1, c'est le glucose. Donc, il suffit d'écrire le galactose, d'écrire le glucose, et bien sûr de mettre le bêta-galactose, puisqu'on nous a dit c'est la forme bêta. Le glucose, voilà, mais on n'a pas d'indication sur l'anomérie ici, donc je mets HOH. Et je vais mettre la nomenclature donc complète. C'est le bêta-galactose pyranosyle, donc c'est le galactose sous la forme pyranique, 1,4 D-glucopyranose. Alors ici, je mets pyranose parce que c'est un sucre qui est réducteur et bien sûr, vous allez reconnaître que c'est le lactose. D'accord? Donc cet exercice-là, c'était surtout pour vous donner cette notion de HOH et aussi pour vous donner que, voilà, vous avez OS1, donc comment on a donné cette justification. Donc avec ça, on a fini les deux exercices. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir de ce canal et je vais sortir de ce canal et je veux rentrer dans le canal de biochimie métabolique. Est-ce que vous écoutez? Madame, Oui. on n'a pas noté les deux dernières questions d'exercice 3 l'autre fois. Qu'est-ce que vous n'avez pas connoté? Les deux questions de l'exercice 3. Quelle question 3? Quel exercice? Du glycide. Bon, je ne peux pas revenir là-dessus. Exercice 3, on avait tout donné. Donc, vous pouvez me voir en TD. Là, on doit commencer l'autre cours. Là, je croyais qu'on allait juste pour un quart d'heure. On a une demi-heure. Donc, on a encore le TD cette semaine. Et la semaine prochaine, vous pouvez passer et me dire de quoi. Mais je n'ai pas compris de quoi vous parlez parce qu'on a. Quel exercice? Pardon, l'exercice 4, ne pas l'exercice 3. Donc, vous faites et vous venez me voir après. D'accord? Je D'accord, vous madame. propose. Donc, là, je vais sortir de ce canal et je rentre dans le canal de biochimie métabolique. D'accord?